Alors, je m'appelle Manuel Rosa Calatrava, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je copilote le laboratoire de virologie et pathologie humaine, VIRPAT, à Lyon. Alors, notre laboratoire est spécialisé dans l'étude des virus respiratoires et nous menons en fait une recherche intégrée à la fois fondamentale, translationnelle et appliquée avec des objectifs très pragmatiques qui sont de contribuer à un meilleur contrôle des pathogènes viraux respiratoires selon trois grands axes de recherche et développement. L'innovation dans le domaine des antiviraux, le développement de nouveaux candidats vaccins et puis également une contribution dans le domaine de la décontamination et de la désinfection microbiologique. Pour mener à bien nos différents programmes de recherche, le laboratoire s'est doté d'une virothèque, d'outils de biologie moléculaire, d'espaces de laboratoire, notamment de biosécurité niveau 2, qui nous permettent de manipuler des lignées cellulaires, des modèles d'épithélium respiratoire reconstitués, mais surtout des virus de classe 2, comme les virus influenza ou les pneumovirus, et puis des espaces de laboratoire de niveau 3 qui nous permettent de manipuler le virus SARS-CoV-2, entre autres, et les différents variants du virus. Ces modèles d'épithélium respiratoire humain reconstitué, en fait, ce sont des modèles in vitro qui miment finalement le tissu qui constitue le revêtement de tout notre arbre respiratoire, que ce soit de la sphère nasale jusqu'aux bronches pulmonaires. Et ces systèmes sont en fait des petits tissus qui sont cultivés en interface air liquide et qui sont très utiles, notamment dans l'évaluation de molécules antivirales ou de candidats vaccins, parce que ce sont vraiment des modèles physiologiques et prédictifs. Ça fait plusieurs années que nous travaillons avec ces modèles d'épithélium reconstitué. Et en fait, notre travail s'est principalement focalisé sur la caractérisation de ces modèles en conditions d'infection par différents virus respiratoires, que ce soit des virus influenza responsables de la grippe, des pneumovirus responsables des bronchiolites des jeunes enfants, et puis depuis janvier 2020, nous avons caractérisé ces modèles d'infection par le virus SARS-CoV-2 et depuis par les différents variants du virus SARS-CoV-2. Ces modèles nous ont été très utiles, notamment dans l'évaluation de la fonctionnalité du candidat vaccin, à savoir est-ce que le candidat vaccin était infectieux vis-à-vis de matériel de tissu humain. Et ça, ces modèles-là nous ont permis de répondre par l'affirmative, mais aussi ces modèles ont été utilisés pour caractériser en fait la réponse immunitaire innée qui est déclenchée par les cellules épithéliales, par ces tissus respiratoires, face à l'infection soit du virus naturel, soit de notre candidat vaccin vivant atténué. On a caractérisé les performances en termes d'infectivité du candidat vaccin. On a également caractérisé sa cinétique, la vitesse en fait de réplication de ce candidat vaccin dans ces tissus reconstitués. Et puis surtout, on a pu véritablement par des dosages biochimiques, mais aussi par des approches de séquençage, de caractériser la signature de la réponse immunitaire innée déclenchée par ces tissus respiratoires après infection par le candidat vaccin vivant atténué. Ces tissus respiratoires nous ont permis de confirmer qu'il y avait effectivement une réponse immunitaire innée efficace du fait de la réplication, de l'infection et de la réplication du candidat vaccin vivant atténué dans ces tissus respiratoires reconstitués. Oui, comme je vous le disais, l'intérêt de ces modèles in vitro, ce sont des modèles en fait qui sont physiologiques, qui reproduisent en fait le tissu respiratoire en culture interface air liquide et qui nous permettent pour le coup d'évaluer fonctionnellement et de manière très pertinente l'efficacité potentielle
de molécules candidates antivirales, d'anticorps neutralisants candidats et également de candidats vaccins vivants atténués. Et dans cette configuration, eh bien, effectivement, notre laboratoire a été très actif depuis plus de 16 mois, notamment dans la lutte contre le virus SARS-CoV-2, et nous avons évalué près de 200 molécules candidates antivirales, et ça a permis pour certaines d'entre elles, en fait, d'en accélérer le transfert vers la recherche clinique, c'est-à-dire vers les essais cliniques chez l'homme. Ce sont des modèles que l'on considère comme prédictifs parce que, comme je vous le disais, ce sont des modèles qui miment en fait le tissu respiratoire épithélial, mais parce que sur la base de nos résultats, générés notamment avec un certain nombre de molécules antivirales, eh bien, les données que nous avons générées dans ces modèles reconstitués d'épithélium ont été confirmées dans différents modèles animaux d'infection, notamment chez des gros animaux tels que les primates non humains. Donc c'est dans ce sens que nous considérons que ces modèles in vitro sont ou seraient véritablement prédictifs en termes d'activité de molécules antivirales, d'activité neutralisante d'anticorps candidats ou de candidats vaccins. Alors il y a des limites, bien évidemment, dans ces modèles, c'est qu'ils sont in vitro, mais aussi qu'il y a une absence de la composante de l'immunité adaptative, puisque on s'est concentré dans ces modèles à travailler qu'avec le tissu respiratoire. Donc il y a nécessité de poursuivre le développement préclinique dans des modèles animaux, dans des organismes entiers, où il y a toute la composante immunologique qui est disponible. Au-delà d'accélérer le développement préclinique de molécules, d'anticorps, de candidats vaccins, ces modèles permettent pour le coup, dans des conditions très pertinentes d'un point de vue physiologique, de sélectionner rapidement les meilleurs candidats et donc de diminuer le nombre de ces candidats à évaluer en modèles animaux. Et pour le coup, de finalement développer des protocoles d'essais en modèles animaux les plus pertinents, avec un nombre réduit d'animaux et un temps réduit de développement et d'évaluation préclinique dans ces modèles animaux.